Le tissu épithélial est associé à d'autres structures, d'autres tissus, par exemple tissu conjonctif, tissu nerveux, tissu vasculaire, pour former des organes. Parmi ces organes, il en est certains particuliers et on va étudier la glande mammaire qui est un organe spécifique du fait de sa différence de développement selon le sexe, bien sûr, mais du fait aussi de sa sensibilité aux hormones ovariennes. La glande mammaire est une glande exocrine, apparentée aux glandes sudoripares par l'origine embryologique, mais particulière du fait de sa réceptivité aux hormones ovariennes et hypophysaires. Elle est développée chez la femme, atrophique chez l'homme, et sur le plan de la classification histologique, c'est une glande tubulaire à certains moments de la vie, et c'est une glande tubulo-alvéolaire à d'autres moments. Sa fonction principale est la sécrétion du lait, et chez la femme, cette glande va se développer à la puberté et présenter des modifications morphologiques et fonctionnelles liées à l'état physiologique. Pour le développement de la glande mammaire, il faut distinguer plusieurs périodes, la période embryonnaire et fœtale, la période néonatale et la période de la petite enfance. Pour la période embryonnaire et fœtale, il apparaît à la 6e semaine de la vie intra-utérine un épaississement linéaire de l'ectoderme le long de la paroi du thorax et de l'abdomen, la paroi latérale, qui va en gros du creux axillaire au périnée. Cette ligne, cet épaississement s'appelle la ligne mamelonaire ou crête mammaire. Peu après sa formation, à la 7e semaine, cette ligne disparaît, sauf en quelques points, 5 à 7 points, où l'ectoderme prolifère en profondeur et forme un nodule épithélial entouré de mésenchymes. Tous les nodules régressent, sauf les 2 nodules qui sont en position thoracique. Éventuellement, la non-régression pourra se faire et elle explique la polytélie ou présence de mamelons surnuméraires. De la 8e à la 20e semaine, les nodules continuent à proliférer en profondeur sous la forme d'une sphère irrégulière de bourgeons pleins d'où partent 15 à 20 évaginations qui pénètrent le tissu conjonctif. De la 20e à la 24e semaine, les bourgeons, ces évaginations, se canalisent et forment des canaux galactophoriques à terminaison pleine. On voit ces différents éléments sur la figure de droite, avec en coupe la ligne mamelonaire en haut, ensuite dans la partie moyenne les nodules qui prolifèrent sous forme de sphères avec des évaginations pleines, et puis les évaginations qui forment des canaux. À la fin de la vie prénatale, les canaux galactophoriques sont formés, le nombre définitif est atteint, et à partir de ces évaginations périphériques sont constitués les canalicules. Les canaux s'ouvrent dans une dépression constituée au niveau de la ligne mamelonaire primitive, et à ce moment-là, la différenciation du mésenchyme s'est réalisée et aboutit à la constitution du mamelon, des muscles, des cloisons. Sur ces coupes, on revoit les différentes étapes du développement embryonnaire de la glande mammaire, avec la ligne, les bourgeons pleins et les canalisations qui se sont formées ici, en bas et à droite. À la période néonatale, il n'y a pas de différence selon le sexe, le système canalaire est en place, et au moment de la naissance, par contre, pendant 1 ou 2 semaines, les tubes sont le siège d'une sécrétion transitoire qui les dilate, et cette sécrétion, qui dure peu de temps, est liée à la suppression brutale de l'inondation hormonale estrogénique maternelle. Pendant la période infantile, la glande mammaire reste rudimentaire, elle croît proportionnellement à la croissance de l'organisme, donc on va observer une extension lente des canaux, un bourgeonnement des galactophores et la croissance
du tissu conjonctif. À la période prépubertaire, et chez la fille seulement, les canaux gardent leur structure primitive, mais du fait de la stimulation hormonale, leur croissance s'accélère, ils deviennent plus longs, plus larges. Cette stimulation hormonale est liée à la sécrétion de gonadolibérine, entraînant celle de FSH et de LH, et en conséquence la sécrétion d'œstrogène. La prolifération de ces canaux est hétérogène, il y a des évaginations, des cul-de-sac alvéolaires qui se forment à différents endroits, et dans le tissu conjonctif, les cellules adipeuses se multiplient. À droite, une coupe histologique d'une glande mammaire en période pubertaire chez la fille, où l'on voit en coupe les dilatations des canaux galactophores. Quelle est l'organisation générale de la glande mammaire que l'on va décrire maintenant chez une femme en période d'activité génitale, en dehors de toute grossesse et en dehors de l'allaitement? On dit glande mammaire au repos. L'organisation générale est donc celle d'une glande exocrine, tubulaire, composée. Donc elle est constituée de formations glandulaires, peu développées, de voies excrétrices, qui sont réparties dans un tissu conjonctif lâche et qui sont regroupées en unités de taille variable. Chaque glande mammaire comprend environ 15-20 glandes élémentaires indépendantes qui sont appelées des lobes, et eux-mêmes, ces lobes, sont subdivisés en lobules. Chaque lobule est pédiculisé par un canal excréteur qui s'ouvre à l'extérieur au niveau du mamelon. Le lobe, les lobules, sont entourés de tissus conjonctifs au sein duquel se trouvent des cellules adipeuses. Le mamelon est entouré par l'aréole, qui est une zone spécialisée de la peau, à la surface de laquelle existent des petites saillies, qu'on appelle les tubercules de Morgani, et qui correspondent à des glandes sébacées. Le mamelon est une saillie cylindro-conique, pigmentée, recouverte par un épithélium pluristratifié, kératinisé, qui se poursuit avec celui de la peau et qui forme la partie la plus externe des canaux excréteurs qui s'y ouvrent donc au niveau de pores. Cet épithélium est un petit peu particulier parce qu'il contient une proportion plus grande qu'à l'habitude de mélanocytes et parce que dans le derme sous-jacent, les terminaisons nerveuses sont extrêmement développées. On trouve également à ce niveau quelques fibres musculaires lisses, circulaires ou longitudinales, des fibres élastiques et des glandes sudoripares ou sébacées. Le système canalaire, c'est en fait un système d'embranchements multiples, de ramifications, qui s'accompagne d'une diminution de calibre des canaux de l'abouchement cutané à la profondeur de la glande. Ce système canalaire est constitué donc de canaux galactophores. On en décrit un certain nombre: canal principal, canal interlobaire, canal interlobulaire, canal intralobulaire, qui eux-mêmes se terminent en courtes ramifications. Le canal galactophore principal, donc sa bouche au niveau du pore mamelonaire, il a une lumière de diamètre variable, en ce sens qu'elle est faible aux extrémités et plus importante dans la partie médiane qui est dilatée en une sorte de cavité qui s'appelle le sinus galactophore. Ce canal galactophore principal va s'arboriser donc en canaux galactophores interlobaires, puis interlobulaires, puis intralobulaires, comme on le voit donc sur les figures qui sont à droite. Ces canaux ont une paroi qui est constituée d'un épithélium pluristratifié kératinisé au début, au niveau de l'abouchement. Et puis brusquement, cet épithélium pluristratifié kératinisé laisse la place, sans transition, à un épithélium cylindrique ou cubique bistratifié. Cette double couche est constituée d'une part par des cellules épithéliales glandulaires, et cela forme une couche continue, et d'autre part par des cellules myoépithéliales qui forment une couche discontinue. Alors ces cellules épithéliales
Ce sont des cellules cuboïdes ou cylindriques plus ou moins hautes, selon l'activité fonctionnelle. On a l'habitude de décrire deux types de cellules, les cellules A et les cellules B. Les cellules A sont les plus nombreuses, elles ont un cytoplasme basophile riche en ribosomes, et les cellules B sont plus petites, un cytoplasme plus clair. En fait, les cellules B sont considérées comme les précurseurs des cellules A qui sont vraiment les cellules actives. Mais tout ça, c'est une même famille. Globalement, ces cellules ont une assez faible activité mitotique, mais activité mitotique est sujette à variation et qui va dépendre de l'imprégnation hormonale. Donc, cellules épithéliales organisées en une couche continue et cellules épithéliales qui sont liées entre elles, comme dans tout épithélium, par des systèmes de jonction. Les cellules myoépithéliales, elles, forment une assise discontinue dans certains canaux, pratiquement continue dans les canaux les plus gros. Elles sont aplaties entre la lame basale et la couche épithéliale, et elles ont une morphologie particulière en ce sens qu'elles ont des prolongements fins qui s'insinuent entre les cellules épithéliales auxquelles elles sont liées par des desmosomes. Donc ça forme, ces prolongements, une sorte de réseau autour des cellules épithéliales. Ces prolongements contiennent des myofibrilles et la cellule a les organites habituels mais relativement peu développés. Ces myofibrilles vont pouvoir se contracter et donc en se contractant, les prolongements vont comprimer les cellules épithéliales et donc permettre l'expression du contenu des cellules épithéliales, donc de la sécrétion lactée. Cette contraction dépend essentiellement de stimuli hormonaux et en particulier d'une hormone qui est l'ocytocine. Voici une représentation de cette glande mammaire, des lobules de la glande mammaire, avec l'arbre galactophorique dont on voit les différentes subdivisions à l'intérieur du parenchyme. Le tissu conjonctif entoure complètement le système canalaire. On en décrit habituellement deux catégories. Un tissu conjonctif qui est dit extralobulaire, qui est peu cellulaire, qui est fait de formations lipomateuses, de faisceaux de fibres de collagène, de fibres élastiques, et qui sépare plus ou moins les lobules. Et puis on décrit aussi le tissu conjonctif intralobulaire, qu'on appelle également palléal, et qui lui est riche en lymphocytes, en plasmocytes, mais également riche en vaisseaux et en fibres fines. Sur la coupe histologique de droite, on voit très nettement l'organisation de l'épithélium bistratifié avec les deux couches de cellules qui sont juxtaposées et la lumière centrale. Tout autour, les cellules du tissu conjonctif. On isole traditionnellement une zone glandulaire qui est la portion terminale de l'arborisation galactophore, formée donc par des espaces glandulaires borgnes, et cette portion terminale, on l'appelle unité ducto-lobulaire terminale. Cela comprend le canal intralobulaire et ses embranchements finaux, qu'on appelle parfois acinis, mais à ce moment de la vie de la femme, donc en dehors de la grossesse et de la lactation, en fait, il n'y a pas de véritable dilatation, donc cette terminologie d'acinus est un peu impropre. Cette unité ductolobulaire terminale est entourée d'un tissu conjonctif lâche, riche en cellules, en macrophages, en lymphocytes, plasmocytes, fibroblastes et en capillaires. On y retrouve les deux couches, épithéliales et myoépithéliales, et on l'isole, cette zone terminale, parce que, en fait, c'est le site d'origine de la plupart des cancers, de beaucoup de maladies fibrokystiques, alors que le système canalaire des autres canaux galactophoriques, donc plus haut situés, est le site d'autres pathologies, des papillomes solitaires par exemple, des ectasies canalaires et très rarement des cancers. D'autres images ici de coupe histologique où l'on voit les lobules grossis davantage sur la photo de droite et en bas, et on voit également des canaux galactophores en coupe plus ou moins oblique. L'aspect histologique de la glande mammaire varie
au cours du cycle menstruel. Pendant la phase préovulatoire, les lobules sont de petite taille, sont compacts, il y a peu de canaux terminaux. La paroi des canaux est faite essentiellement de cellules épithéliales claires, donc peu actives, et de cellules myoépithéliales. Les cellules basophiles ne vont apparaître qu'un peu plus tard, au cours de la deuxième moitié de cette phase préovulatoire. Et le stroma conjonctif est dense à ce moment-là. Pendant la phase ovulatoire, il existe une hyperplasie, une dilatation des canaux terminaux, une augmentation de la taille des lobules. La lumière canalaire est élargie et les cellules se vacuolisent. Par contre, le tissu conjonctif est plus lâche. Pendant la phase post-ovulatoire et prémenstruelle, c'est à ce moment-là que le développement est le plus important, que les lobules sont les plus grands, les canaux terminaux les plus nombreux, et c'est à ce moment-là que les cellules épithéliales peuvent montrer des signes nets d'activité. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le nombre de mitoses est maximum. Il y a un pic de mitose entre le 22e et le 24e jour, donc sous l'effet combiné de la progestérone et des estrogènes. Le stroma, quant à lui, devient édémateux, donc se surcharge en liquide. Et puis, au cours de la phase menstruelle et après, la lumière se distend, les lobules diminuent de taille, la vacuolisation cellulaire diminue et le stroma devient de nouveau compact et cellulaire. Alors en réalité, les variations ne sont pas uniformes d'un lobule à l'autre. En réalité aussi, l'activité proliférante des cellules existe à minima tout au long du cycle, mais je vous ai dit qu'elle était maximum donc en phase post-ovulatoire. Et on pense que la matrice extracellulaire joue un rôle central en modulant donc prolifération, différenciation, expression des gènes. Pendant la grossesse, les modifications sont très importantes. On appelle d'ailleurs cette altération de l'histologie de la glande mammaire pendant la grossesse une phase de mammogénèse. Donc il y a des modifications au niveau du tissu conjonctif. En fait, le tissu conjonctif intra- et interlobulaire diminue, les cloisons s'amincissent et la vascularisation augmente ainsi que la proportion de lymphocytes. Mais ce qui prédomine, ce sont les modifications du système canalaire. Ce système canalaire, c'est-à-dire les différents types de canaux galactophores, croît rapidement pendant la première moitié de la grossesse et c'est ce qui explique, en grande partie, l'augmentation du volume du sein. On va voir apparaître de nouvelles ramifications qui donnent naissance à de nouveaux lobules. Donc le nombre et la taille des lobules augmentent, et cela sous l'influence des stéroïdes sexuels, tout particulièrement de la progestérone. Mais en plus, les arborisations terminales des canaux intralobulaires, qui étaient borgnes jusqu'à présent, ces arborisations s'agrandissent, deviennent de véritables cavités, de véritables acinies. D'abord, ils sont dépourvus de lumière, et puis très vite, ils ont une lumière qui contient un liquide qu'on appelle le colostrum, liquide sécrété sous l'influence de la prolactine. Sur l'image de droite, ce qui est un dessin, mais dont les proportions sont les mêmes que le dessin précédent, on voit les nouvelles arborisations et les dilatations en acinie. Vous voyez sur la coupe, tout à fait à droite, en bas, les acinies qui sont coupées transversalement et où il existe une lumière plus ou moins dilatée. Ces acinies sont tassées les uns contre les autres. Les cellules épithéliales sont cylindriques hautes et donc ont toutes les caractéristiques habituelles des cellules en activité de sécrétion. D'ailleurs, dans leur cytoplasme, on voit des granules protéiques, des vacuoles graisseuses, et ces granules, ces vacuoles s'accumulent au niveau du pôle apical qui est pourvu de microvillosités. Les cellules myoépithéliales, elles, donc sont toujours présentes, bien évidemment, mais plus espacées. Alors, on admet que beaucoup de ces modifications sont liées au tissu conjonctif et à la matrice extracellulaire. Et effectivement, on a constaté
qu'il y avait sécrétion de facteurs favorisant la ramification des canaux excréteurs, favorisant l'organisation en alvéoles, et que certains de ces facteurs sont élaborés par les adipocytes, voire par les cellules épithéliales ou les cellules myoépithéliales. Il existe aussi, cette fois-ci sécrétés plus spécifiquement par les cellules myoépithéliales, des inhibiteurs de collagénase qui vont entraîner une sorte de stabilisation de la matrice extracellulaire, et cette stabilisation va modifier la prolifération épithéliale. Mais lorsque des estrogènes sont sécrétés en quantité importante, ces estrogènes favorisent la dégradation de la matrice extracellulaire par les protéases, et cela va donc permettre la multiplication des cellules épithéliales. Il existe également tout un ensemble de facteurs locaux qui sont produits par les cellules épithéliales, par exemple le TGF-alpha ou le MDGF1, MDGF voulant dire facteur de croissance dérivé de l'épithélium mammaire. Ces produits ont un effet positif, comme l'IGF-1 qui, lui, est sécrété par les cellules myoépithéliales. Les adipocytes sécrètent de la prostaglandine, la PGE2, sous l'influence de l'hormone de croissance, et vont libérer des lipides qui favorisent la croissance mammaire. À l'opposé, les mêmes cellules épithéliales élaborent une substance, le TGF-bêta, qui a un effet prolifératif négatif et qui diminue en plus l'expression des récepteurs à la prolactine. Donc vous voyez des effets autocrines et paracrines des cellules, effets en majorité positifs, mais effets également négatifs, donc qui peuvent réguler la prolifération du tissu épithélial. Deux coupes histologiques d'une glande mammaire. J'ai repris la coupe histologique correspondant à un lobule mammaire dans une glande mammaire normale, disons en dehors de la période de grossesse et de lactation, et en haut à gauche, une glande mammaire en période de grossesse, où l'on voit ici la multiplication des acinies et l'augmentation de taille des cellules qui est très très nette sur cette image. Pendant la lactation, les choses changent également. Sur le plan histologique, le développement canalaire et acineux a eu lieu. Le début de l'activité sécrétoire s'est réalisé par la sécrétion de colostrum. Et en fait, ce colostrum, dans un premier temps, continue à être sécrété, mais est très vite remplacé par du lait, qui est un liquide plus riche en lipides et en lactose et moins riche en protéines que le colostrum. À ce moment-là, les cavités glandulaires sont réellement de type tubulo-acineux, donc avec un tube et une dilatation terminale importante. Les cellules glandulaires forment une couche continue de cellules cylindriques, siège d'une intense activité sécrétoire qui est cyclique, et les cellules myoépithéliales forment toujours une assise discontinue. Dans la lumière, on voit du matériel granuleux qui correspond en fait aux protéines de lait. Sur l'image ici à droite, en coupe, on voit très nettement les dilatations importantes de l'arbre galactophorique et de sa portion terminale avec les acinies. On voit des petites vésicules qui correspondent aux sécrétions des différents constituants du lait. Et sur l'image en bas, qui est à un grossissement plus important, outre les cellules épithéliales serrées les unes contre les autres, avec un pôle apical qui se fragmente et qui contient des enclaves lipidiques, il est intéressant de noter le positionnement de la cellule myoépithéliale. Vous voyez tout à fait en bas à droite une cellule avec des prolongements un peu étoilés. C'est une cellule myoépithéliale dont les prolongements vont s'insinuer entre les cellules épithéliales et en se contractant vont exprimer le contenu de ces cellules épithéliales. La lactogénèse est donc un élément important, puisque c'est le rôle physiologique de la glande mammaire d'élaborer et de sécréter du lait. Pendant la grossesse, en fait, la sécrétion lactée est inhibée par la progestérone d'une part, et également par le TGF-bêta local.
Au moment de l'accouchement, il y a un changement dans l'équilibre progestérone-prolactine qui induit la sécrétion lactée. Donc les cellules qui étaient préparées à sécréter deviennent réellement sécrétrices. En fait, jusqu'à l'accouchement, l'action de la prolactine est inhibée par une hormone placentaire lactogène et par les stéroïdes sexuels placentaires. Et par ailleurs, la production de prolactine, elle, est inhibée par une hormone hypothalamique qu'on appelle le PIF, prolactine inhibitor factor. Alors, au moment de l'accouchement, production et action de prolactine sont libérées parce qu'il y a arrêt, forcément, des sécrétions placentaires et arrêt aussi de sécrétion du PIF. Le lait. La production lactée est importante, de l'ordre d'1 litre par 24 heures, parfois plus, et elle est bien évidemment sous le contrôle de la prolactine, mais aussi de l'insuline. Alors, une fois la lactogénèse initiée, la production du lait est continue, mais sa libération est épisodique. Quelques notions sur la composition du lait, de façon très schématique. 87% est de l'eau. Il y a bien sûr des sels minéraux, des vitamines. Il y a 1,5% de protéines sous la forme de micelles, de caséine, ou de protéines solubles, comme l'albumine, la lactoferrine, le lysozyme, des immunoglobulines, IgG et IgA, 4% de lipides sous forme de triglycérides et 7% de glucides, essentiellement du lactose. Et donc il y a un véritable cycle de sécrétion avec une phase d'élaboration où les enclaves lipidiques protéiques vont s'accumuler d'abord dans la région infranucléaire et puis supranucléaire. Et ici, dans cette cellule, l'excrétion est particulière, puisque on associe deux modalités d'excrétion, l'excrétion mérocrine, qui est, je vous le rappelle, un système de fusion de membranes et d'évacuation du contenu de vésicule, et cela se fait pour les protéines, et puis une excrétion apocrine, qui est l'amputation du pôle apical de la cellule, et cela se fait pour les lipides. Donc après cette phase d'excrétion, la cellule glandulaire a un aspect cubique, son cytoplasme est dépourvu d'enclave, le pôle apical est lisse, et donc il va falloir reconstituer la cellule, donc après cette phase d'excrétion. En principe, ce sont essentiellement les acinies qui sont les territoires impliqués dans la production des protéines et des lipides qui constituent le lait. Mais en fait, on a constaté que les cellules épithéliales des canaux galactophores, enfin des canaux les plus profonds, intra, voire interlobulaires, participent également à la sécrétion. L'excrétion et l'éjection du lait lors des tétées sont liées à la contraction des cellules myoépithéliales qui entourent les cellules sécrétrices, et cette contraction est déclenchée par la sécrétion réflexe d'ocytocine au niveau de l'hypothalamus. L'entretien de la sécrétion lactée pendant la période d'allaitement est lié à un réflexe neurohormonal dont le point de départ est la succion du mamelon et le résultat, une sécrétion de protéines. À droite, en haut, deux cellules, la cellule épithéliale, cylindrique, avec les différents organites, et la cellule myoépithéliale, où l'on voit les prolongements qui vont entourer les cellules épithéliales. Et puis, en bas, une illustration de la sécrétion de cette cellule épithéliale, des modalités d'excrétion, où l'on voit donc cette modalité apocrine avec amputation du pôle apical, où existe une de très nombreuses vacuoles et très volumineuses vacuoles remplies de lipides. La cellule de droite a exécuté ce mécanisme de sécrétion apocrine et vous voyez qu'elle est amputée complètement de son pôle apical qui va se reconstituer progressivement. L'involution, eh bien, la production lactée va se maintenir pendant le temps où ont lieu les tétées et la suppression des tétées va entraîner l'arrêt de la production réflexe de prolactine
Et puis par ailleurs, l'engorgement par accumulation de lait va diminuer l'accessibilité des cellules myoépithéliales à l'ocytocine. Et puis il y a aussi un facteur protéique qui va s'accumuler dans le lait, qui va inactiver progressivement les cellules épithéliales. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont conduire à l'arrêt de la production lactée. Après cet arrêt, les alvéoles vont perdre leur contour arrondi, l'épithélium va se disloquer, il devient irrégulier, certaines cellules épithéliales retournent à l'état de repos, mais beaucoup vont s'engager dans un processus d'apoptose et donc vont être éliminés, soit dans la lumière des canaux et donc être excrétés, soit vers le tissu périacineux et être phagocytés par les macrophages qui sont dans l'environnement. Et les cellules épithéliales favorisent en quelque sorte l'élimination des cellules mortes et assurent en gros le rapprochement des survivantes et la continuité donc de l'épithélium. Alors bien sûr, il y a des enzymes protéolytiques qui sont activées à ce moment-là et une arrivée massive de macrophages donc, qui vont assurer le nettoyage et l'élimination des cellules mortes. Cette régression épithéliale est compensée par un accroissement du tissu conjonctif et après quelques jours, la glande mammaire a repris sa structure de repos mais ne retrouve quand même pas exactement son état antérieur parce que en fait, beaucoup de formations acineuses qui se sont donc constituées pendant la grossesse ne disparaissent pas complètement, donc on n'a pas un retour exact à l'état antérieur à celui de la grossesse. Voici des images de glandes mammaires en période d'allaitement avec des dilatations des acinies considérables. Tous ces espaces clairs sont en fait les lumières des acinies qui sont remplies de la sécrétion lactée. Tout à fait en périphérie à gauche, on voit du tissu conjonctif. Autre image à un plus fort grossissement où ici on distingue très nettement le contour des acinies, les sécrétions qui sont à l'intérieur sous la forme de cette inhomogénéité de la lumière des acinies et un petit peu de conjonctif en périphérie, là encore à gauche. Dernière étape à mentionner dans l'histologie de la glande mammaire, c'est l'évolution de cette glande après la ménopause. Il y a des modifications importantes qui associent une réduction des structures lobulaires, donc une diminution des dilatations canalaires terminales, une disparition des acinies, donc associe une réduction de ces structures lobulaires à une augmentation du tissu conjonctif et à l'intérieur du tissu conjonctif du tissu graisseux. Donc on peut dire d'une façon très schématique un peu un remplacement du tissu épithélial par du tissu conjonctif. Mais en fait, cette disparition des lobules est très irrégulière. Il y a une grande hétérogénéité dans la réduction, dans l'involution du tissu épithélial. Par endroits, les lobules persistent, les lobules matures persistent. Parfois même existe une prolifération et cette prolifération peut être la cause d'apparition de formation de kystes, voire éventuellement de pathologies malignes. Encore quelques images histologiques de la régression, de l'involution de la glande mammaire après la ménopause, donc avec des degrés variés d'involution, le maximum étant sur l'image de droite, où il y a une régression pratiquement totale du tissu épithélial. Il y a encore quelques galactophores, mais la plupart de la glande mammaire est occupée à ce moment-là par du tissu conjonctif et du tissu adipeux. Sur ce schéma sont rappelées les modifications de la glande mammaire chez la femme et les rôles d'un certain nombre d'hormones. Alors il y a beaucoup d'hormones qui jouent un rôle sur la glande mammaire. Toutes ne sont pas signalées sur ce schéma. En reprenant les choses très rapidement, on peut dire que les estrogènes sont nécessaires pour la croissance des canaux galactophores, pour la croissance des lobules acineux pendant la grossesse, mais pas pour le maintien de la lactogénèse. La progestérone est nécessaire pour la croissance et la différenciation lobuleux-acineuse. Elle a probablement un rôle mitogène.
mais elle n'est pas nécessaire à la formation des canaux. Ça, ce sont les hormones principales, mais il y en a d'autres. Les glucocorticoïdes sont utiles pour arriver à une croissance maximale des galactophores. Ils vont également augmenter la croissance acineuse pendant la grossesse, et ils sont nécessaires à l'activité sécrétoire. L'insuline augmente la synthèse protéique, donc de caséine essentiellement au niveau de l'épithélium mammaire, est nécessaire à l'activité sécrétoire. La prolactine, on en a parlé, est nécessaire à la lactogénèse, au maintien de la lactation. L'hormone de croissance, bien sûr, intervient pour la croissance des canaux galactophores, contribue à la croissance acineuse pendant la grossesse. Les hormones thyroïdiennes augmentent la réponse de l'épithélium galactophorique à la prolactine, et l'ocytocine, là aussi on en a déjà parlé, provoque la contraction de la cellule myoépithéliale. Donc une multitude d'hormones vont intervenir, vont agir pour modifier la structure histologique et permettre l'élaboration du lait et son excrétion.